On arrive au dernier épisode de cette saison. On a vu jusqu'à maintenant toutes les techniques qu'il fallait connaître pour pouvoir créer un produit exceptionnel que les gens allaient vraiment aimer. On a parlé de l'observation du marché, on a parlé de comprendre vraiment qui sont les gens pour qui on crée le produit. On a parlé de comment créer la première version de son produit, de comment traquer l'usage de son produit avec les bons outils. Ensuite, on a parlé de mettre en place un feedback loop qui va faire une amélioration constante. Et ensuite, on a vu comment organiser son travail de la meilleure manière pour être le plus efficace possible. Il nous reste un seul truc, c'est de déléguer la gestion du produit à une équipe. Une équipe produit, c'est une équipe qui assure le développement constant et l'amélioration constante du produit. Pour ça, ça implique plein de choses en fait. Ça va être des propositions de nouvelles offres, des propositions potentiellement de nouveaux produits aussi, une observation du marché. Finalement, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il faut pouvoir le déléguer à l'équipe entière. On va voir dans cet épisode comment faire une équipe qui soutient ça. Alors déjà, il y a un premier point qui est important avant toute chose, avant de parler de à qui on va déléguer, c'est pourquoi on délègue. Et ensuite, comment on délègue. Pourquoi on délègue? Mais parce qu'en fait, si on veut construire une équipe dans sa boîte qui fonctionne et faire en sorte d'avoir une force de frappe plus forte, il faut pouvoir déléguer. Déléguer, ça implique de se libérer complètement d'une charge de travail. Ça va pas être faire du micromanagement, regarder constamment ce qu'une personne fait, ce qu'une personne à qui on a délégué le travail fait, de vérifier, de passer derrière. C'est d'arriver à transmettre suffisamment de connaissances pour que la personne puisse ensuite le faire elle-même et prendre les décisions elle-même dans l'ensemble de son travail. Et vraiment, c'est important, elle prend les décisions. C'est pas toi en tant qu'entrepreneur qui prend les décisions pour la personne. Ça, c'est pourquoi on délègue. Et comment on délègue? C'est un concept dont Oussama a pas mal parlé dans la saison 1. Vraiment, il faut arriver à se détacher de ce biais qu'on a de se dire que le travail de quelqu'un d'autre est forcément moins bon que le sien parce qu'on a créé la chose. Et il faut arriver, en fait, à force de répétition, à montrer quel est le bon angle, quelle est la bonne approche, ce qu'il faut faire pour avoir vraiment la culture de la boîte qui est imprégnée de son travail. Et il faut répéter et montrer aux gens vraiment comment faire pour que leur travail soit le plus aligné possible avec les valeurs de ta boîte. Il n'y a pas de secret, ça demande du temps, ça demande toute une phase où tu as l'impression que la personne, elle n'y arrivera jamais. Et il faut, si tu crois dans le potentiel de la personne, il faut la pousser à passer cette phase où c'est vraiment difficile parce qu'elle déconstruit un peu de ses connaissances pour se mettre au service de ta boîte et où après elle reprend ces connaissances-là et elle devient en pleine charge, en pleine possession de ses moyens et où là elle va créer des choses exceptionnelles pour ta boîte à son tour. Et vraiment cette façon de déléguer, elle est extrêmement importante à prendre en compte. C'est difficile, ça prend du temps, mais c'est beaucoup trop important pour être négligé. Donc, dans tous les épisodes précédents, on a vu toutes les parties qui étaient importantes dans la création d'un produit. Maintenant, il va falloir se demander comment on délègue chacune de ces parties à une personne différente ou comment on fait. Avant de commencer ça, je voudrais juste préciser que ce que je vais dire, c'est ma vision du produit. C'est ma vision, c'est comment je construis une équipe produit, c'est ce que j'ai pu observer. Le problème, c'est qu'il y a autant de structures d'équipes produits qu'il n'y a d'équipes produits et que plein de gens pourront avoir des avis différents par rapport à ce que je dis. L'idée, c'est de vous donner une idée d'à quoi ça ressemble et que vous puissiez ensuite aller vous former, aller chercher sur Google ce qu'est une équipe produit, aller trouver d'autres jobs dont j'ai pas forcément parlé, etc. Mais en tout cas, je pense qu'avec tout ça, vous aurez une bonne idée de ce qu'est une équipe produit et de comment la construire. On va faire ça en liste. Je vais vous donner tous les jobs qui composent une équipe produit et surtout, je vais vous donner tout ce que j'estime important en termes de soft skills, donc les compétences vraiment humaines, et en termes de hard skills, donc les compétences plutôt techniques, qu'il faut pour chaque poste que je vais évoquer. La première partie de la création d'un produit, c'est de comprendre les utilisateurs. C'est essentiel. Pour ça, il y a plusieurs métiers. Le premier métier dont j'ai envie de parler, c'est celui de product manager. Le product manager, c'est la personne qui va s'assurer que les bonnes décisions sont prises par rapport au business en termes de produits et qui va s'assurer du bon fonctionnement du sprint.
Les hard skills qui sont nécessaires à un product manager, c'est les suivants. Je pense qu'il faut déjà, c'est pas obligatoire, mais je pense qu'il faut avoir une logique de dev. Au moins une certaine logique, au moins comprendre comment se connectent certains outils entre eux, mais une logique informatique qui permet de discuter avec des développeurs, parce que dans une team software, tu vas avoir forcément des développeurs et il faut savoir communiquer avec eux et comprendre quel est leur travail. C'est un truc qui est sous-jacent en fait au job de product manager, c'est qu'il faut comprendre quel est le travail de tous les gens qui composent l'équipe et pas forcément de savoir le faire, mais au moins comprendre comment il fonctionne. Le deuxième hard skill qui est nécessaire pour un product manager, ça va être de savoir faire de la recherche utilisateur. Donc de savoir faire toutes ces étapes qu'on a expliquées dans l'épisode 2, où parler à l'utilisateur, comprendre quels sont leurs besoins, comprendre qui ils sont, ce qui est à la racine de leurs problématiques. Tout ça, c'est un hard skill qui est vraiment important pour un product manager. Et le troisième hard skill dont un product manager a besoin pour pouvoir évoluer de la meilleure manière, c'est de savoir construire un parcours utilisateur. Pour ça, ça implique de prendre en compte les cinq questions qui sont où, quand, comment, pourquoi et quoi, et de pouvoir savoir construire un parcours complet plutôt que juste des solutions qui viennent un peu comme un cheveu sur la soupe. Ça, c'est les trois hard skills du product manager. Et en termes de soft skills, il faut avoir déjà une vision business qui est bonne. On peut pas être juste la tête dans le guidon en termes de produits et regarder le code et regarder les maquettes sans se poser la question de comment va le business et comment je fais en sorte que le business s'améliore. Il faut être à l'écoute de ton équipe, anticiper ses besoins et comprendre ses besoins pour pouvoir les aider à être les meilleurs. Il faut savoir prendre des décisions facilement. Il faut savoir trancher quand il y a deux choses qui sont un peu similaires et qu'on ne sait pas laquelle choisir. Et ben, il faut en choisir une des deux. Il faut savoir prendre des décisions et être tranché. Il faut avoir des connaissances et une culture des métiers tech de manière générale parce que ça te permet de vraiment pouvoir parler avec les gens qui composent ton équipe et je pense que c'est essentiel. Il faut potentiellement bien s'entendre avec des UX designers. Je pense que vraiment le job de UX designer dont on va parler juste après est un job qui est extrêmement complémentaire avec celui de product manager et pour ça il faut qu'il y ait une bonne entente entre les deux personnes. Et enfin, il faut comprendre l'importance des métriques, savoir les lire, savoir les rassembler et comprendre vraiment à quoi elles servent et comment prendre des décisions à partir de ces métriques-là. Avec tout ça, si tu cherches ça dans la personnalité de quelqu'un et que tu cherches les hard skills qu'on a évoqués juste avant, tu peux avoir un product manager ou une product manager qui est vraiment très très doué et qui va fitter dans ta boîte. Après, il y a toutes les valeurs de ta boîte qu'il faut rajouter à ça. Mais en attendant, sur ce job-là, je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Ensuite, il y a un deuxième métier qui a pour vocation de comprendre vraiment quels sont les problèmes des utilisateurs et d'imaginer des solutions en fonction de ça. Donc, il n'y a pas de gestion, il n'y a pas toute la gestion des sprints, il n'y a pas la prise de décision nécessairement que peut avoir un product manager. Mais par contre, il y a toute cette recherche et cette création. Ce job-là, c'est UX UI designer. Alors, c'est deux jobs différents. UX, c'est User Experience. UI, c'est User Interface. Et designer, bah voilà, c'est quelqu'un qui crée ça. Souvent, ça va ensemble parce que voilà, les gens vont faire de l'UX et ensuite la décliner en UI. Et bah voilà, ça peut aller très souvent de pair. Les hard skills d'un UX UI designer, c'est quoi? C'est déjà comme un product manager, savoir faire de la recherche utilisateur. Parler aux gens, comprendre leurs besoins, définir bien leurs problématiques, etc. Savoir construire un parcours utilisateur aussi, je pense que c'est extrêmement important. Et après, il y a des hard skills purs, donc savoir utiliser un logiciel de maquettage, donc Sketch par exemple, mais aussi, ça peut être Photoshop, ça peut être Illustrator, mais finalement en UX UI, il y a besoin d'avoir une connaissance de ces outils-là, au moins un qui te permet de délivrer des maquettes pour pouvoir montrer à quoi va ressembler le produit et les solutions que tu imagines en fonction des problèmes que tu relèves. Et le dernier truc, c'est de savoir itérer et de confronter ses idées et ses solutions au marché et de pas être juste dans son coin tout le temps à tester des choses dont on connaît pas l'intérêt pour les users. Et en termes de soft skills, je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a vraiment le fait de rien prendre personnellement. Je pense que un designer qui prend les choses personnellement, c'est terrible parce qu'en fait, c'est un job dans lequel tu es tout le temps au contact des utilisateurs et si tu commences à prendre personnellement ce qu'ils te disent, c'est perdu. Genre, tu finis dépressif. Genre, c'est terrible. Genre, vraiment, il faut arriver à se détacher du produit que tu crées
même si c'est pas évident, pour pouvoir prendre des feedbacks honnêtes et brutaux et pouvoir améliorer ton produit en fonction de ça. Ensuite, je pense qu'il faut une certaine créativité. La créativité, c'est la capacité à remettre en cause l'ordre établi et finalement les règles qui ont été créées par tous les gens qui sont passés avant soi. Et je pense qu'un designer doit avoir cette faculté à caricaturalement, on dirait think outside the box, voilà, pour reprendre Steve Jobs. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ça. C'est comment tu fais pour imaginer des solutions qui sont pas forcément intuitives, mais qui sont simples et efficaces. Et la dernière chose pour un UX UI designer qui est importante, je pense que c'est de comprendre l'importance du coût technique. Et par là, je veux dire comprendre en fait ce que font les développeurs. J'ai vu trop d'équipes où les designers et les développeurs se parlaient pas du tout et comprenaient surtout pas ce qu'une équipe faisait. Enfin, ils comprenaient pas mutuellement ce que l'autre équipe faisait. Et donc, il y avait une espèce d'incompréhension générale qui faisait que ça fonctionnait juste pas. Donc, je pense qu'avec tout ça, tu as une fiche de poste qui te permet de recruter un UX UI designer qui va pouvoir prendre ce rôle de parler aux gens, comprendre leurs besoins et imaginer des solutions en fonction de ça. Après, pour cette problématique de comprendre qui sont les users, donc c'est la problématique la plus générale, quoi. Il y a plein d'autres métiers, il y en a vraiment beaucoup. Le problème, c'est que la plupart de ces métiers, en early stage, quand tu es au tout début de la création de ton produit ou que tu es au début de la délégation et de la création de ton équipe, t'en as pas besoin. Je pense aux product owners, je pense aux scrum masters, data analyst, data engineer, data scientist, les quality assessors, les intégrateurs. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de métiers dans une équipe produit. Je pense que une manière simple de le voir, c'est que tous ces métiers-là existent. Donc un data scientist, par exemple, il va faire en sorte d'analyser la data et de la faire parler pour qu'elle puisse avoir un intérêt pour la team produit. Tous ces jobs-là, tous ces jobs complémentaires, ils vont être pris sous la casquette du product manager le temps qu'on recrute ces postes-là. Le product manager, il a une charge de travail qui est assez gigantesque parce qu'il doit faire le job de tous les gens qui sont pas encore recrutés dans la team. Donc je vais pas parler de tous ces jobs-là. Le mieux, c'est que vous alliez sur Google pour regarder en fait tous les jobs qui existent. Vous pouvez taper sur Google quel job compose une équipe produit. Il y a des super articles sur Medium qui parlent que de ça. Il y a un article de Spotify qui est génial, qui explique comment ils ont construit leur team produit, comment ils l'ont scalé. Il y a vraiment beaucoup de ressources sur ce sujet-là. Je pense que là, je suis juste en train de vous donner les clés pour pouvoir vous informer de la meilleure manière par rapport à tout ça. Donc là, on a parlé des métiers qui servent à comprendre les users et à comprendre leurs besoins et à imaginer des solutions. Ensuite, il y a tous les métiers qui servent à assurer concrètement le développement du produit. Il y en a plusieurs. On va parler de développeurs back-end, on va parler de développeurs front-end, des autres, etc. Le premier métier dont j'ai envie de parler, qui va assurer le développement du produit, c'est celui de développeur back-end. Donc c'est un métier qui pour le coup est vraiment spécifique au métier software, mais qui est intéressant. Un développeur back-end, grosso modo, c'est toute la personne qui va créer la logique qu'il y a derrière un site web ou derrière une appli ou derrière un software en général. Il va créer toute la logique qui va permettre d'afficher des choses à l'utilisateur. Il va s'opposer en fait au métier de développeur front-end qui lui va s'occuper de tout ce qu'on voit. Donc il y a la logique d'un côté et tout ce qu'on voit de l'autre, donc les interactions, le design de la plateforme, l'intégration en HTML et en CSS. Enfin voilà. Donc le développeur back-end, c'est celui qui va s'occuper un peu de l'architecture de l'application, là où le développeur front-end va s'occuper de la façade. Alors pour un développeur back-end, il y a un truc qui est important, c'est qu'au démarrage du développement d'une application, je dis application, peu importe si c'est web ou peu importe si c'est mobile ou quoi que ce soit, ce sera une application. Au développement d'une application, au démarrage, c'est important d'avoir des skills un peu particuliers quand on est développeur back-end, qui vont être la mise en place d'outils qui vont permettre d'assurer le bon déroulé du développement de manière générale dans l'équipe. Ça peut être des outils comme GitHub qui vont permettre de gérer l'organisation du code entre les différentes personnes de l'équipe, mais ça peut être aussi des trucs comme AppSignal qui vont te permettre de faire remonter les bugs qui ont lieu dans la plateforme pour pouvoir en prendre conscience et faire en sorte que tu puisses les corriger le plus rapidement possible. Donc je pense que pour un dev back-end, avant toute chose, c'est pas obligatoire si on n'est pas au niveau du démarrage de l'application, mais quand on démarre, il faut ces skills-là pour pouvoir organiser la team de dev de la meilleure manière possible. Ensuite, en termes de hard skills,
il faut connaître déjà au moins un langage back-end. Ces langages, ça peut être du PHP, du Node.js, du Ruby. Chez nous, chez CodeEtat, on fait du Ruby. Et je pense que le deuxième skill qui est essentiel, le deuxième hard skill qui est essentiel pour un développeur back-end, c'est de savoir se servir de Git. Donc ça peut être à travers GitHub, ça peut être à travers d'autres outils. Git, c'est ce qui te permet en fait de organiser ton travail en équipe. Et quelqu'un qui sait pas utiliser Git aujourd'hui va avoir beaucoup de mal à s'intégrer au sein d'une équipe. Et c'est tout l'enjeu de cet épisode, c'est de vous expliquer comment créer une équipe de dev et de produits en général. En termes de soft skills, je pense que la chose la plus importante, et ça va être la seule dont je vais parler, c'est de savoir bosser avec le reste de l'équipe. Vraiment travailler en équipe, c'est essentiel parce qu'il y a beaucoup de développeurs en fait qui codent dans leur coin et qui savent vraiment développer des chouettes choses, mais qui savent pas bosser en équipe. Donc ça, c'est très important. Et surtout, je pense qu'il faut savoir bosser avec un développeur front. Là, voilà, on a le duo Nicolas-Thomas chez CodeEtat qui bossent vraiment en binôme. Ils sont back et front et ça aide vraiment. Et là, encore une fois, on rentre dans ce que je disais tout à l'heure. C'est que Thomas, il est product manager chez CodeEtat. Il est head of product. Mais en fait, il fait du product management, il fait du dev front, il fait du UX UI. Enfin voilà, c'est une multicasquette parce qu'il va prendre tout ça sous son aile. Mais donc, ça c'est en termes de soft skills pour les développeurs back-end. Et il y a un dernier truc qui est une question qu'on peut se poser, qui est est-ce que je prends un junior ou un senior? Donc un junior, ça va être moins de 5 ans d'expérience, mettons, et un senior, ça va être plus de 5 ans d'expérience. Ça dépend de l'intensité qu'ils y ont mise, etc. Mais l'idée est là. Mon avis, c'est qu'il faut surtout pas prendre un junior au début de sa boîte. Je pense que si on veut construire une tech qui est un minimum solide, elle sera jamais parfaite et c'est pas le but. Genre le but c'est pas de faire une application qui soit toute lisse, nickel. Mais je pense qu'en termes de back-end, il faut prendre d'abord un senior jusqu'à ce que ce soit intéressant de faire rentrer un junior dans la boîte et de prendre le temps de le former correctement au processus de travail de la boîte, à la façon de travailler en équipe qu'on a, etc. Mais en attendant, au départ, prendre un junior, je pense que c'est pas forcément la meilleure idée. Ça peut. En tout cas, c'est mon avis. Et moi, c'est quelque chose que je fais jamais. Par contre, une fois que l'équipe produit est un peu plus grande et qu'il y a plus de développeurs et qu'on peut se permettre de mettre le temps d'un dev à former un junior pour qu'ensuite la force de frappe devienne 2 fois plus grande, là, ça devient intéressant. Pour le développeur front-end maintenant. Donc, le développeur front-end, c'est celui qui va s'occuper, comme je disais, de la façade, là où le développeur back-end s'occupe de l'architecture. Il y a plusieurs hard skills à connaître. Le premier, et je pense que c'est la base, ça va être de savoir utiliser du HTML et du CSS, donc qui sont les deux langages de base du web qui vont te permettre de créer la structure de ton site. Connaître comment fonctionne JavaScript, je pense qu'en 2019 c'est essentiel, et même ça va l'être pour les prochaines années à venir. Je pense que c'est essentiel parce que il y a énormément de technologies qui sont basées sur JavaScript. Les frameworks front-end, toutes ces choses-là sont basées sur JavaScript. Donc, il faut connaître un minimum ce langage-là ou au moins avoir une sensibilité. Il y a un hard skill optionnel qui va être de connaître un framework JavaScript. Un framework, c'est un ensemble de fonctions qui ont été créées par des gens qui t'évitent d'avoir à recoder des choses que tu codes régulièrement. Par exemple, tu vas avoir un framework qui est Angular, qui va te permettre de faire des choses beaucoup plus poussées, beaucoup plus rapidement qu'avec juste JavaScript, parce qu'ils ont créé toute une technologie qui est basée sur JavaScript et qui va te permettre de accélérer tes méthodes de développement. Donc pour un développeur front-end, connaître un des frameworks JavaScript comme Angular, React, des choses comme ça va te permettre d'accélérer ton développement. Je sais que chez CodeEtat, on n'utilise pas de framework en front, on n'utilise que du JavaScript pur, donc ça dépend vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est optionnel. Et ensuite, en termes de soft skills, ça va être à peu près les mêmes que celui du développeur back-end. Il va falloir savoir travailler avec le reste de l'équipe. Je pense que c'est vraiment important. Et surtout, avec le dev back, mais aussi avec le UX UI designer. Parce que là où le UX UI designer va sortir des maquettes, le front-end développeur va développer, intégrer ces maquettes et faire en sorte qu'elles prennent vie et qu'elles soient réellement existantes en termes de tech. Donc si ces deux personnes peuvent pas se parler de la meilleure manière, ça marche pas. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir un front-end développeur qui va être sensible aux problématiques de design et qui va pouvoir échanger de la manière la plus régulière possible avec UX UI designer. Il y a un dernier job de dev qui est intéressant parce qu'il est un peu à la frontière des deux que je viens de présenter, qui est le développeur full stack.
Mon avis, encore une fois, c'est qu'il y a très peu de vrais développeurs full stack. Parce qu'en fait, ça implique que ce sont des développeurs qui savent faire et du back-end et du front-end. Mais très souvent, en fait, ce qu'on observe, c'est que ces développeurs-là, ils savent faire les deux, certes, mais ils ont une très forte préférence pour l'un ou l'autre. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, c'est très très bien pour commencer, parce que ça te permet de mutualiser les deux jobs dont j'ai parlé en un seul. Donc tu prends un dev full stack et il peut s'occuper de tout. Très souvent, ça va être quelqu'un qui a une connaissance des outils aussi pour démarrer, qui a une connaissance de comment travailler en équipe. Enfin, ça peut être très utile. Mais il y a un moment où je pense que c'est utile de séparer les deux pour avoir une personne qui est vraiment bonne en front et une personne qui est vraiment bonne en back, et du coup pouvoir alterner entre les deux et qu'il y ait une vraie communication qui s'instaure. Donc le dev full stack, je ne sais pas à quel point je conseillerais, mais je pense que ce serait une erreur de croire que tous les devs full stack sont aussi bons en back qu'en front. Et enfin, il y a toute la problématique des produits physiques, dont j'ai pas parlé jusqu'à maintenant. J'ai dit qu'on allait parler que de software, que de logiciel. Mais en tout cas, il y a quand même une problématique sur les produits physiques. Mais finalement, c'est la même chose. Il va y avoir une gestion de la relation avec l'utilisateur. Donc là, on va aussi avoir un product manager. On va aussi avoir des jobs de designer qui vont créer des choses. Et de la même manière, le product manager ou la product manager va prendre toutes les tâches des autres jobs tant qu'ils ne sont pas créés et tant que des gens n'ont pas été recrutés à ces postes-là. Par contre, ce qui va différer, c'est la façon de créer le produit concrètement. Là où un UX UI designer va faire des maquettes pour pouvoir montrer aux utilisateurs, leur faire tester des choses et itérer en fonction de leur retour, en produit physique, il va falloir un prototypeur. Quelqu'un qui va être en mesure de créer une première version du produit physique pour le présenter aux utilisateurs et ensuite itérer en fonction. C'est à peu près la même chose. Il va falloir aussi des ingénieurs. Des ingénieurs qui, eux, vont, après le prototypage, pouvoir créer des objets, des produits qui vont être plus performants, plus puissants, plus poussés et qui vont être vendables réellement au-delà du test utilisateur. Il va y avoir tous les gens qui sont en chaîne de production, donc vraiment qui vont gérer la relation avec les usines pour pouvoir voir comment produire le maximum, améliorer les rendements, enfin voilà. Mais grosso modo, les jobs sont à peu près les mêmes. Ça reste de la création de produits, ça reste du prendre des feedbacks du marché pour pouvoir créer les meilleurs produits possibles en essayant de créer les versions les plus minimales possibles au départ quand on a une idée pour les valider rapidement et ensuite créer un produit qui va vraiment intéresser les gens. Le dernier point sur l'équipe, c'est qu'il faut assurer sa cohérence. Je pense que c'est vraiment essentiel de pas juste prendre des gens les uns avec les autres et de leur dire « Ok, vous savez faire votre job chacun de votre côté, donc l'équipe fonctionne ». Une manière un peu simple de le dire, c'est de dire qu'une équipe qui performe bien est une équipe qui performe mieux que la somme des performances de chaque individu. Alors, pour ça, il y a deux sujets qui sont importants. Je pense qu'il faut assurer la cohérence en interne. Donc déjà que les gens se parlent entre eux. Au sein d'une équipe produit, il faut que les gens se parlent tous entre eux et toutes entre elles. Et il faut vraiment que les gens comprennent en fait ce que sont les jobs les uns des autres. Genre, c'est ce que je dis, il faut qu'un dev back-end comprenne ce qu'est le job d'un dev front-end. Il faut qu'il comprenne aussi ce qu'est le job d'un UX UI designer. Et je pense que c'est ton travail en tant que manager, en tant qu'entrepreneur et que créateur de cette équipe d'arriver à assurer cette cohérence. C'est un travail qui se délègue au product manager et le product manager doit vraiment prendre en compte tout ça, faire en sorte que les gens comprennent quels sont les métiers les uns des autres pour pouvoir assurer une cohérence qui est bonne et assurer une direction qui est la même pour tout le monde. Je pense qu'au-delà d'assurer la cohérence en interne, donc que tout le monde comprenne les jobs des uns des autres, il faut assurer la cohérence vis-à-vis de l'externe. Et donc vraiment s'assurer que les gens ont compris la mission, ont compris la direction générale qu'on prend, comprennent pourquoi on fait des choix. Ça implique de parler des métriques, ça implique de parler des observations qu'on fait avec les utilisateurs tout le temps à l'ensemble de l'équipe pour qu'ils arrivent eux aussi à récupérer cet instinct que tu crées en tant qu'entrepreneur à force de parler tout le temps aux gens et d'observer tout le temps ton marché pour qu'ils puissent prendre des décisions eux-mêmes et que ton équipe soit vraiment en charge vis-à-vis de l'extérieur et qu'elle soit aussi en charge vis-à-vis de l'intérieur et que tout le monde se parle. Et comme je disais, il peut y avoir des multicasquettes. Au début, tous les jobs de l'équipe produit vont pas être remplis. Tu vas pas recruter 15 personnes d'un coup. Enfin, ça peut, hein, mais c'est dans des cas assez rares. Au final,
Il va y avoir le product manager qui va faire plein de choses de produits et tu peux répartir un petit peu comme tu veux. Je pense que c'est vraiment utile d'avoir des multicasquettes à un moment parce que quelqu'un qui va faire plusieurs jobs en même temps, ça va être beaucoup plus facile pour lui ou pour elle de déléguer ça à plusieurs personnes une fois qu'il aura fait tous les jobs. Le principe de déléguer quelque chose à une équipe ou à quelqu'un d'autre s'applique de la même manière pour toi et pour les gens qui composent ta team. Et ton rôle en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, c'est d'arriver à tirer les gens vers le haut et à faire en sorte qu'ils puissent devenir des leaders à leur tour. Je pense que c'est vraiment essentiel dans la constitution d'une équipe, c'est vraiment essentiel en termes de leadership. Et une équipe qui marche, c'est une équipe qui est en constante évolution et en constante amélioration. Si l'équipe est cohérente, qu'elle se comprend bien, qu'en interne ça fonctionne, qu'elle comprend la mission, qu'elle comprend la façon dont on veut arriver à achever la mission qu'on a, et qu'elle a tous les skills hard et soft qui sont nécessaires à la création d'un produit et qu'elle peut prendre des décisions elle-même sans ton intervention, ça veut dire qu'elle peut mettre en place ce feedback loop, elle peut faire en sorte d'améliorer constamment le produit et d'aller chercher toujours plus de parts de marché et une croissance toujours plus importante pour ta boîte. Et ça, c'est tout l'intérêt de la création d'un produit. C'est que tu vas pouvoir créer des choses qui sont plus grandes que toi, qui sont inspirantes et qui vont te permettre de décorréler ton temps de travail de tes revenus et donc de créer un business model qui scale. Et ça, c'est ce qui est commun à toutes les boîtes qui ont créé des gros business. Alors, il y a des boîtes qui font des services, il y a toutes ces boîtes de consulting, il y a les agences et tu peux faire des très beaux business à partir de services et on n'en a pas parlé du tout dans cette saison. Mais je pense que c'est pas essentiel parce que finalement créer un service c'est assez proche de créer un produit, sauf que il n'y a pas forcément de tech, il n'y a pas forcément de création pure, il y a juste voilà, je vais apporter mon service. Par contre, si tu as tout ça, si tu as réussi à déléguer ça et que tu t'occupes plus de la gestion du produit et que tu peux juste prendre du recul et passer au niveau supérieur pour faire prendre des décisions stratégiques à ta boîte, tu arrives dans un moment où ton job en tant qu'entrepreneur, ça va être soit de gérer ses équipes, soit d'aller amener ta boîte au niveau supérieur. Ça peut être en allant chercher des financements, ça peut être en recrutant toujours plus de monde, en créant d'autres équipes qui vont avoir d'autres focus pour améliorer ton business. Mais en tout cas, tu vas avoir toutes les armes pour aller chercher un niveau supérieur dans ton business. Et toutes ces armes-là, on se retrouve dans la saison 3 et dans la saison 4 de Coup d'État Entreprendre pour en parler. En tout cas, merci d'avoir suivi cette saison. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que tout était clair. Dans le produit sur Coup d'État, il y a tout un aspect qu'on est en train de développer qui est l'aspect communautaire. Et vraiment, j'ai envie que si vous avez des questions, si vous avez des témoignages de choses dont j'ai parlé ou dont on a pu parler avec tous les invités de la saison 2 et que vous avez des témoignages que vous pouvez faire pour apporter de la valeur à la communauté et faire en sorte que Coup d'État devienne vraiment quelque chose de fort sur lequel on peut passer du temps et sur lequel on peut découvrir des méthodes qui font qu'on crée des produits de la meilleure manière, qu'on peut découvrir tout un tas de choses qui vont nous aider à être de meilleurs entrepreneurs et à bâtir des boîtes dont on est fier. Je vous invite vraiment à nous aider à faire ça et à venir participer à la communauté et à écrire. Vraiment, venez écrire sur la communauté, venez écrire sur coupdeta.co parce qu'on a besoin de votre aide pour bâtir ce mouvement des gens entreprenants, des gens qui veulent créer, des gens qui veulent construire dans leur vie. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir échanger avec vous tous sur tout ça. Merci beaucoup et à très bientôt.